Elle n'avait aucune idée que ce jour-là, le jour qui devait la sauver, serait en réalité le début de son pire cauchemar. Assise dans le silence pesant du bureau notarial, Élise sentait son cœur battre à tout rompre. Elle pensait que la lecture du testament de son père mettrait fin à des mois de lutte et d'angoisse. Elle se trompait lourdement. Ce testament n'était pas une libération, c'était une condamnation, et elle était sur le point d'être jugée devant sa propre famille. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui, je l'espère, vous touche et vous inspire. Maintenant, revenons à notre histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos récits voyagent. Le bureau de Maître Dubois, au cœur de Lyon, sentait le vieux papier et l'argent. Les murs étaient couverts de livres reliés en cuir, et le silence n'était brisé que par le tic-tac d'une horloge ancienne. Pour Élise, tout dans cette pièce semblait crier une richesse qu'elle ne connaissait plus. Ses vêtements simples, propres mais usés, contrastaient violemment avec le tailleur impeccable de sa tante, Isabelle, et le costume de marque de son cousin, Bastien. Chaque battement de son cœur murmurait un seul nom. Léo. Son fils de 8 ans, son unique raison de vivre, était à la maison, affaibli par une maladie rare dont le traitement coûtait une fortune. Chaque semaine, les factures médicales s'accumulaient, et la semaine dernière, le paiement en ligne pour ses médicaments avait été refusé. Cet héritage n'était pas un luxe pour Élise, c'était une question de vie ou de mort. Sa tante Isabelle, assise droite comme un piquet, lui adressa un sourire glacial et murmura « Chère nièce, j'espère que tu es prête. » Papa tenait beaucoup à ce que ses dernières volontés soient respectées à la lettre. Bastien, lui, ne leva même pas les yeux de son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran avec une indifférence insultante. Il semblait plus intéressé par son fil d'actualité Instagram que par la mémoire de son oncle. Élise serra son sac à main, sentant le papier froissé d'une nouvelle facture à l'intérieur. Elle pria en silence, espérant que son père, Jean-Pierre, cet homme qu'elle avait tant aimé malgré leurs différends, avait pensé à elle, à son petit-fils. Maître Dubois s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et commença la lecture. Sa voix monotone résonnait dans la pièce, énumérant les biens, les comptes, les propriétés. Élise retenait son souffle. Puis vinrent les mots qui firent voler sa vie en éclats. Concernant ma fille, Élise, lut le notaire d'une voix neutre, c'est avec une grande peine que je dois constater son ingratitude et son manque de respect au fil des années. Pour cette raison, je la déshérite entièrement. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ingratitude. Elle, qui avait sacrifié ses études pour s'occuper de lui après la mort de sa mère. Elle, qui l'appelait chaque jour, même quand il refusait de répondre. Non, souffla-t-elle, secouant la tête. Ce n'est pas possible. Mon père n'aurait jamais écrit ça. Le notaire poursuivit, imperturbable. Je lègue l'intégralité de ma fortune, de mes biens mobiliers et immobiliers, à ma sœur bien-aimée, Isabelle, et à son fils, Bastien. Isabelle porta un mouchoir à ses yeux, feignant une tristesse qui ne trompa personne. Bastien, lui, ne put retenir un petit sourire satisfait. Il sortit son smartphone, l'écran brillant éclairant son visage cruel, et commença à enregistrer. Pour mon feed d'Instagram, ricana-t-il à voix basse. La chute de la princesse. Le notaire ajouta une dernière phrase, comme une insulte finale. À ma fille Élise, je ne laisse qu'un seul objet, en souvenir des temps plus heureux. Ma vieille boîte à musique en bois. Il poussa une petite boîte usée sur la table. Elle était simple, sans valeur apparente. Le cœur brisé, les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de verser, Élise se leva. Isabelle se leva aussi, son faux chagrin s'étant évaporé. « Maintenant, Élise, dit-elle d'une voix dure, cette maison n'est plus la tienne. Nous te demandons de récupérer tes affaires et de partir avant ce soir. » Élise la regarda incrédule. C'était la maison où elle avait grandi.
Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-elle. Bastien s'approcha, son téléphone toujours en train de filmer. Aussi, on peut. Et tu sais quoi? On va le faire. Il la poussa doucement, mais fermement, vers la porte. Dehors, la pluie fine de Lyon commençait à tomber. Élise se retrouva sur le trottoir, expulsée de sa propre vie, tenant dans ses mains la petite boîte à musique, comme seul vestige de son passé. Elle regarda la grande maison, les lumières qui s'allumaient, et sentit une vague de désespoir la submerger. Tout était perdu. Mais ce qu'Élise ignorait, c'est que cette simple boîte en bois, ce symbole de son humiliation, n'était pas un adieu. C'était une clé. La clé qui allait non seulement révéler une terrible trahison, mais aussi déclencher une justice que personne, et surtout pas sa tante, n'aurait pu imaginer. Car dans les dernières semaines de sa vie, son père avait compris la vérité. Il lui avait laissé bien plus qu'un héritage. Il lui avait laissé une arme. La pluie froide de Lyon s'infiltrait à travers son manteau fin. Mais Élise ne la sentait à peine. Le choc l'avait laissée vide, anesthésiée. Elle marchait sans but, serrant la petite boîte à musique contre sa poitrine, comme si c'était la dernière encre dans un monde qui venait de sombrer. Chaque pas la ramenait à la réalité brutale. Elle était sans abri, sans argent, et le visage de son fils malade flottait devant ses yeux. En arrivant devant la porte de son petit appartement de location, un 2 pièces modeste dans un quartier populaire, elle sentit la panique la saisir. Comment allait-elle payer le loyer le mois prochain? Comment allait-elle acheter les médicaments de Léo? La clé trembla dans sa main avant qu'elle ne parvienne enfin à ouvrir. Léo était assis sur le canapé, le regard fatigué, mais il lui offrit un faible sourire. « Maman, tu as l'air triste. Grand-père ne t'a rien laissé ?» Élise ravala ses larmes, s'agenouilla devant lui et le serra dans ses bras. « Il m'a laissé la chose la plus précieuse, mon chéri. Un souvenir de nous. » Elle lui montra la boîte en bois, essayant de masquer la douleur dans sa voix. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans la luxueuse villa du quartier de la Croix-Rousse, l'ambiance était à la fête. Bastien, un verre de champagne à la main, se filmait pour ses stories Instagram. « À notre nouvelle vie !» criait-il à la caméra, balayant la pièce pour montrer sa mère Isabelle qui trinquait avec des amis. Certains perdent, d'autres gagnent. C'est la vie. Hashtag héritage, hashtag nouveau départ, hashtag family first. Il zooma sur un portrait de son oncle Jean-Pierre, ajoutant un filtre avec des larmes de crocodile et un rire étouffé. Des dizaines de notifications de j'aime et de commentaires affluaient déjà. Isabelle, elle, était plus pragmatique. Elle envoyait un SMS glacial à Élise. « J'espère que tu as compris. Je veux les clés de la maison de mon frère demain avant midi. » Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Pas un mot de sympathie. Pas une once de compassion. Pour eux, Élise n'était plus de la famille. Elle n'était qu'un problème à éliminer. Les jours suivants furent une lente descente aux enfers. Le compte en banque d'Élise affichait un solde dangereusement bas. Une notification de sa banque apparut sur son téléphone. Solde insuffisant pour le prélèvement automatique de la pharmacie. Le cœur d'Élise se serra. Les médicaments de Léo. Elle fouilla dans ses affaires, cherchant désespérément quelque chose de valeur à vendre. Elle trouva finalement un petit collier en or que sa mère lui avait offert pour ses 16 ans. Et larmes aux yeux, elle se rendit chez un prêteur sur gage et en ressortit avec quelques billets froissés, juste assez pour tenir une semaine de plus. Chaque soir, elle s'asseyait dans le silence de son appartement, la boîte à musique posée sur la table. Elle n'osait pas l'ouvrir, de peur que la mélodie ne brise le peu de force qui lui restait. Mais une nuit, alors que la toux de Léo la tenait éveillée, elle se souvint des derniers mots de son père, prononcés d'une voix faible à l'hôpital. « La vérité est dans la mélodie, ma chérie. Ne l'oublie jamais. » Intriguée, elle prit la boîte. Ses doigts tracèrent les motifs usés du bois.
Elle tourna la petite manivelle, et une mélodie douce et familière s'éleva, une berceuse que son père lui chantait quand elle était enfant. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement des larmes de chagrin. C'était autre chose, de la confusion. Pourquoi cette phrase? La vérité est dans la mélodie. Elle examina la boîte sous tous les angles. C'est alors qu'elle le vit. Sur le dessous, presque invisible à l'œil nu, une minuscule gravure. Ce n'était pas une lettre ni un symbole. C'était une suite de chiffres, si fins qu'ils ressemblaient à une simple égratignure dans le bois. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était un indice. Son père lui avait laissé un indice. Prise d'une impulsion soudaine, elle chercha le numéro de Maître Bernard, l'ancien avocat de son père, un homme de confiance qu'Isabelle avait rapidement remplacé après la mort de Jean-Pierre. Elle lui envoya un message sur WhatsApp. « Maître Bernard, c'est Élise. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai une question sur le testament de mon père. Quelque chose ne va pas. » La réponse arriva presque instantanément, courte et alarmante. « Élise, ne m'appelez pas. » Méfiez-vous des signatures récentes. C'est tout ce que je peux dire. Soyez prudente. Avant qu'elle ne puisse répondre, le message fut suivi d'un autre. Maître Bernard a bloqué ce contact. Le sang d'Élise se glaça dans ses veines. Bloqué. Pourquoi la bloquerait-il? Et que voulait-il dire par « méfiez-vous des signatures récentes » Son esprit s'emballa. Elle se souvint de la rapidité avec laquelle Isabelle avait pris le contrôle des affaires de son père dans ces dernières semaines. Elle se souvint des employés de longue date, loyaux à son père, qui avaient tous été licenciés sans explication. Elle se souvint du visage fermé de son père la dernière fois qu'elle l'avait vu, comme s'il voulait lui dire quelque chose, mais n'en avait pas eu la force. Tout cela n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de l'ingratitude. C'était une conspiration. Ses mains tremblaient, mais plus de peur. C'était de la rage. Une rage froide et déterminée. Ils l'avaient trompée. Ils avaient volé l'héritage de son fils. Elle regarda de nouveau la boîte à musique. La mélodie s'étant tue. La vérité était là, à l'intérieur. Elle n'avait pas encore toutes les pièces du puzzle, mais elle tenait le premier fil. Les chiffres gravés, l'avertissement de l'avocat, les souvenirs qui refaisaient surface. Tout pointait vers une terrible trahison. Elle ne savait pas encore que cette boîte contenait bien plus qu'un secret. En la retournant une dernière fois, ses doigts sentirent une infime imperfection, une légère séparation entre le fond et les parois, comme si le panneau inférieur n'était pas complètement fixé. Les larmes de chagrin s'étaient transformées en une flamme de détermination. Elle se dirigea vers la cuisine, prit un petit couteau à bout pointu et retourna à la table. Elle ne le savait pas encore, mais en glissant la lame fine dans la fente presque invisible du bois usé, elle n'ouvrait pas seulement une boîte. Elle ouvrait la porte de sa vengeance. Avec une précaution infinie, Élise glissa la pointe du couteau dans la fente à peine visible du fond de la boîte à musique. Le bois céda avec un léger craquement, révélant non pas un mécanisme musical complexe, mais un compartiment secret. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. À l'intérieur, pliés avec soin, se trouvaient plusieurs documents jaunis. Le premier était une copie d'un relevé bancaire datant de quelques mois avant la mort de son père. Elle y vit une série de transferts importants, des milliers d'euros envoyés chaque semaine vers un compte dont le titulaire était Bastien. Le motif indiqué était remboursement de prêt. Mais Élise savait que son père n'avait jamais prêté d'argent à son cousin. C'était un mensonge. Le deuxième document était encore plus choquant. Une lettre manuscrite de son père, non signée, où il exprimait ses doutes croissants sur l'influence d'Isabelle, la décrivant comme avide et manipulatrice. Il écrivait qu'il craignait pour sa sécurité, et qu'il avait l'intention de modifier son testament pour tout léguer à Élise et à son petit-fils. Une vague de froid et de colère traversa Élise. Ce n'était plus une suspicion, c'était une certitude. Sa tante et son cousin avaient méthodiquement pillé son père, puis l'avaient isolé pour le forcer à changer son testament. L'avertissement de l'avocat,
Méfiez-vous des signatures récentes. Prenez tout son sens. La signature sur le testament qu'elle avait entendu lire était probablement fausse, ou obtenue sous la contrainte. Elle replia soigneusement les documents, les cacha dans un endroit sûr, et sentit une nouvelle force l'envahir. Le chagrin laissait place à une détermination glaciale. Elle n'allait pas seulement survivre, elle allait se battre. Elle allait rassembler des preuves, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elle ait assez de munitions pour détruire leur empire de mensonges. Son combat pour Léo venait de se transformer en une quête de justice pour son père. Les semaines qui suivirent furent un jeu dangereux de dissimulation et d'espionnage. Élise savait qu'elle ne pouvait pas les affronter directement. Elle devait jouer la victime brisée, la femme vaincue. Elle répondit au SMS d'Isabelle par un message plein de soumission. « Je suis désolée. Je viendrai rendre les clés demain. » Le lendemain, en entrant dans la maison familiale pour la dernière fois, elle cacha son téléphone dans la poche de son manteau, l'enregistrement audio activé. Isabelle l'accueillit avec une pitié condescendante. « C'est pour le mieux, Élise. Ton père voulait que ses affaires soient entre des mains responsables. » Pendant qu'elle parlait, Élise réussit à prendre discrètement une photo d'une pile de factures de luxe sur la table du salon. Des sacs à main, des voyages, des bijoux, tous achetés dans les jours qui avaient suivi la mort de son père. Chaque achat était une insulte à sa mémoire. Pendant ce temps, Bastien continuait d'étaler sa nouvelle richesse sur Instagram. Ses stories étaient un défilé arrogant de voitures de sport, de soirées dans des clubs exclusifs et de montres hors de prix. Élise, le cœur serré, créa un faux profil et s'abonna à son compte. Chaque soir, elle faisait des captures d'écran de ses publications, archivant méticuleusement chaque preuve de leur train de vie extravagant. Une story en particulier attira son attention. Bastien se filmait au volant de la voiture de collection de son père, une vieille Jaguar qu'il chérissait plus que tout. « On fait un peu de ménage devant le garage de l'oncle Jean-Pierre, » disait-il en riant. « Cette vieille bagnole va nous rapporter un joli pactole. » Il avait même tagué le concessionnaire de voitures de luxe où il comptait la vendre. Pour Élise, c'était comme un coup de poignard. Cette voiture était le dernier lien tangible avec les souvenirs heureux de son enfance. La santé de Léo, malheureusement, ne s'améliorait pas. L'argent de la vente du collier était presque épuisé. Un soir, alors qu'elle cherchait frénétiquement une solution, elle se souvint de Madame Dubois, la femme de ménage de son père. Une femme douce et discrète qui avait été licenciée par Isabelle quelques semaines avant la fin. Elle la retrouva sur les réseaux sociaux et lui envoya un message prudent. La réponse fut immédiate. Elle se donnait rendez-vous dans un petit café. Madame Dubois arriva, le visage marqué par l'inquiétude. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » dit-elle à voix basse. « Votre tante a changé toutes les serrures. Elle a interdit à monsieur de recevoir des appels. Un jour, je l'ai entendu crier sur lui disant qu'il était un vieil ingrat et qu'il lui devait tout. J'ai eu peur, alors je n'ai rien dit. » Élise sentit son sang bouillir. Elle avait maintenant un témoin. « Seriez-vous prête à témoigner de cela, si nécessaire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Madame Dubois hocha la tête. « Pour votre père, oui. C'était un homme bon. » Élise avait désormais un allié. Elle n'était plus seule. De retour chez elle, elle rassembla toutes ses preuves. Les relevés bancaires, la lettre de son père, les captures d'écran d'Instagram, l'enregistrement audio de la voix d'Isabelle, et maintenant, le témoignage de Madame Dubois. C'était un début, mais elle sentait qu'il lui manquait encore la pièce maîtresse. La preuve irréfutable qui ferait s'effondrer leur château de cartes. Elle repensa à la voiture. La Jaguar. Une idée folle mais brillante germa dans son esprit. Elle se souvint que son père, obsédé par la sécurité, avait fait installer une petite caméra de tableau de bord cachée dans toutes ses voitures. Une caméra qui enregistrait en continu et envoyait les données sur un cloud sécurisé dont il lui avait donné les accès des années auparavant, au cas où. Elle avait complètement oublié ce détail. Avec des mains fébriles, elle retrouva le vieux carnet où elle avait noté les identifiants. Elle se connecta au portail en ligne, le cœur battant à tout rompre. Elle sélectionna la Jaguar et accéda aux enregistrements des dernières semaines.
Elle fit défiler les vidéos, voyant les derniers trajets de son père, puis plus rien pendant des jours. Et puis, une nouvelle vidéo, datée du jour où Bastien avait posté sa story. Elle cliqua sur lecture. L'image était claire, le son parfait. On y voyait Bastien au volant, se vantant auprès d'un ami au téléphone. Oui, le vieux a enfin signé. Maman a été géniale. Un peu de pression, quelques larmes, et hop, le tour est joué. Il était tellement faible à la fin. Élise n'aura rien, pas un centime. Elle et son gamin malade peuvent aller crever dans la rue. La cruauté de ces mots frappa Élise en plein cœur. Mais une lueur triomphante brilla dans ses yeux. Elle l'avait. Elle avait la confession. Elle téléchargea la vidéo, la sauvegarda sur plusieurs supports. Le moment de la vérité approchait. Elle n'était plus la victime. Elle était la chasseresse. Et sa proie, arrogante et inconsciente du danger, venait de tomber droit dans son piège. La vidéo de Bastien était la presse manquante, la preuve irréfutable. Élise la regarda en boucle, chaque mot cruel renforçant sa résolution. Elle transféra immédiatement le fichier sur un disque dur externe, puis l'envoya via un service de partage sécurisé à Maître Bernard, l'ancien avocat de son père, avec un simple message « J'ai la preuve. Êtes-vous avec moi ?» La réponse ne tarda pas. Un seul mot. Toujours. Un poids immense se souleva de ses épaules. Elle avait maintenant non seulement les preuves, mais aussi le soutien juridique nécessaire pour les utiliser. Pourtant, elle savait que le moment n'était pas encore venu. La patience était une arme, et elle devait choisir le moment parfait pour frapper. Un moment où leur arrogance serait à son comble, et leur chute spectaculaire. Pendant ce temps, la situation financière d'Élise devenait critique. Léo avait contracté une infection et le médecin insistait sur une hospitalisation immédiate. Le coût était exorbitant, bien au-delà de ses moyens. Le désespoir la rongeait. Elle n'avait plus rien à vendre, plus personne vers qui se tourner. C'est alors qu'elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle allait retourner à la villa. Non pas pour se battre, mais pour supplier. Elle devait mettre sa fierté de côté pour son fils. Elle se sentait misérable, mais elle savait que cette humiliation serait la dernière. C'était une partie nécessaire de son plan. Un acte final pour endormir leur méfiance avant la tempête. Elle arriva devant les grilles de la villa, le cœur lourd. La maison, autrefois son foyer, semblait maintenant être une forteresse ennemie. Elle sonna. Bastien ouvrit, un sourire narquois sur les lèvres. Tiens, tiens, qui voilà. La princesse déchue est de retour pour admirer ce qu'elle a perdu. Élise ignora l'insulte. Sa voix tremblante, mais ferme. J'ai besoin de parler à Isabelle. C'est urgent. C'est à propos de Léo. Son cousin la laissa entrer, avec un haussement d'épaules méprisant. Isabelle était dans le grand salon, en train de choisir des tissus avec un décorateur d'intérieur. Elle leva à peine les yeux. « Qu'est-ce que tu veux encore, Élise ? Je suis très occupée. » Le contraste entre son luxe futile et l'urgence de la situation de Léo était une torture. « Léo est très malade, » commença Élise, les mots lui coûtant un effort surhumain. « Il doit être hospitalisé, mais je n'ai pas les moyens. Je vous en supplie, c'est votre neveu. C'est le petit-fils de votre frère. Aidez-moi. » Le silence qui suivit fut glacial. Isabelle la dévisagea, ses yeux durs comme de la pierre. Puis, elle éclata d'un rire sec et cruel. « T'aider ? Après tout ce que tu as fait. Ton père t'a déshérité parce que tu étais une déception. Et maintenant, tu viens mendier. Tu n'as aucune dignité. » Bastien, qui filmait discrètement la scène avec son téléphone, ajouta « Peut-être que si tu avais été une meilleure fille, tu ne serais pas dans cette situation. C'est ce qu'on appelle le karma, ma chère cousine. » L'humiliation était totale, publique. Le décorateur détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Élise sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Elle les regarda, son visage, un masque de douleur maîtrisé. Extérieurement, elle semblait brisée, anéantie, mais à l'intérieur, une étrange sérénité l'envahissait.
C'était exactement ce dont elle avait besoin. Leur cruauté, leur arrogance, leur absence totale d'humanité. Tout était là, devant un témoin. Et sans le savoir, Bastien venait de lui fournir une autre preuve. « Je vois », dit Élise d'une voix à peine audible. « Je suis désolé de vous avoir dérangé. » Elle se tourna pour partir, mais Isabelle la retint par le bras, sa poigne de fer. « Pas si vite. Puisque tu es là, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle la traîna jusqu'au bureau de son père. Sur le bureau, des plans d'architecte étaient étalés. « Tu vois ça ? C'est notre nouveau projet. Nous allons raser cette vieille maison et construire un complexe d'appartements de luxe. L'héritage de ton père va enfin servir à quelque chose d'utile, pas à payer les factures d'un enfant malade. » Elle jeta les plans sur le sol, aux pieds d'Élise. « Voilà ce que ton père aurait voulu. Le progrès, pas le passé. » C'était le coup de grâce. Raser la maison, effacer chaque souvenir, chaque trace de son père. La douleur était si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Mais derrière la douleur, la flamme de sa vengeance brûlait plus fort que jamais. Elle quitta la villa sans un mot de plus. Dehors, elle s'effondra contre le mur, laissant enfin couler ses larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de défaite. C'étaient des larmes de rage purificatrice. Elle sortit son téléphone et vit une notification. C'était un message de Maître Bernard. « J'ai vu la vidéo. C'est accablant. J'ai aussi contacté un expert graphologue qui a confirmé que la signature sur le testament est une imitation grossière. Nous avons tout ce qu'il faut. Dites-moi quand. » Élise essuya ses larmes, son visage se durcissant. Elle répondit « Demain. Ils organisent une conférence de presse pour annoncer leur projet immobilier. Ce sera le moment parfait. » Elle reçut une autre notification, cette fois de Madame Dubois. « Je serai là. Je n'ai plus peur. » Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ses alliés étaient prêts. Ses preuves étaient solides comme le roc. Elle regarda une dernière fois la maison de son enfance, se remémorant les rires, les moments de joie, l'amour de son père. Isabelle et Bastien pensaient avoir gagné. Ils célébraient leur victoire en planifiant la destruction de son passé. Ils la voyaient comme une mendiante, faible et vaincue. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Ce soir, ils dormiraient dans le luxe, convaincus de leur impunité. Mais demain, leur monde allait s'effondrer. Demain, ils apprendraient qui était vraiment Élise. Le masque de la victime allait enfin tomber, pour révéler le visage d'une justicière implacable. La dernière nuit de leur règne venait de commencer. La nuit fut longue et sans sommeil pour Élise. Ce n'était pas l'angoisse qui la tenait éveillée, mais une énergie vibrante, un mélange de trac et d'excitation. Chaque insulte, chaque humiliation subie au cours des dernières semaines défilait dans son esprit, non plus comme des blessures, mais comme des munitions qu'elle s'apprêtait à utiliser. Assise à la petite table de sa cuisine, éclairée par la seule lueur de l'écran de son ordinateur portable, elle passait en revue son arsenal. Le dossier numérique, intitulé « Justice pour Jean-Pierre », était méticuleusement organisé. Il y avait le sous-dossier financier, contenant des relevés bancaires prouvant les transferts d'argent à Bastien. Le sous-dossier témoignage, avec l'enregistrement audio de la voix d'Isabelle et une déclaration écrite et signée de Madame Dubois. Et enfin, le sous-dossier confession, qui contenait la vidéo accablante de la Jaguar. Tout était là, sauvegardé sur le cloud, sur un disque dur, et sur une clé USB qu'elle gardait précieusement dans sa poche. Pendant qu'Élise préparait la chute de leur empire, Isabelle et Bastien, eux, en célébraient l'apogée. Dans la villa familiale, ils finalisaient les détails de la conférence de presse du lendemain. Pour eux, cet événement n'était pas seulement l'annonce d'un projet immobilier. C'était la consécration de leur victoire, l'affirmation publique de leur nouveau statut. Bastien, plus arrogant que jamais, était en direct sur Instagram. Grosse journée demain, les amis. On annonce un projet qui va changer la face de Lyon. Restez connectés. Ça va être épique.
Il se filmait en train de sabrer une bouteille de champagne, le liquide doré se déversant sur les plans d'architecte. Isabelle, à côté de lui, souriait avec satisfaction. Elle venait de recevoir un appel de leur banquier confirmant le déblocage d'une première tranche de l'héritage pour lancer le projet. Tout se passe comme prévu, dit-elle à son fils. Demain, après la conférence, nous signerons les contrats finaux. Élise ne sera plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Leur confiance était absolue, leur mépris pour Élise sans limite. Ils ne se doutaient pas une seconde qu'ils étaient les architectes de leur propre destruction. De son côté, Élise coordonnait ses forces via une conversation de groupe sécurisée sur WhatsApp. Maître Bernard confirma. « J'ai préparé les injonctions. Dès que vous me donnerez le signal, je les transmets au juge. L'expert graphologue est prêt à témoigner sous serment. » Un autre message arriva. Une journaliste d'investigation que l'avocat avait contactée. Dossier reçu. C'est une bombe. Mon équipe sera sur place avec des caméras. Nous diffuserons en direct sur notre site web. Le monde entier saura la vérité. Enfin, Madame Dubois envoya un simple pouce levé, un signe de sa détermination silencieuse. Élise regarda les messages, sentant la puissance de cette alliance forgée dans le secret. Elle n'était plus seule contre eux. Elle était à la tête d'une petite armée, prête à rétablir la justice. Elle pensa à Léo, endormi dans la chambre voisine. Pour la première fois depuis des mois, elle ne s'inquiétait pas pour son avenir. Elle savait que demain, tout allait changer. Le plan était simple mais audacieux. La conférence de presse était prévue à 11h dans le grand salon de la villa. Isabelle et Bastien avaient invité toute la presse locale, des influenceurs et des investisseurs potentiels. Ils avaient installé un grand écran derrière le podium pour projeter les images de leur futur complexe immobilier. Cet écran allait devenir leur pire cauchemar. Maître Bernard avait réussi, via un contact, à obtenir un accès discret au système audiovisuel de la salle. Au moment crucial, au lieu des plans d'architecte, l'écran diffuserait la vidéo de la Jaguar. La confession de Bastien dans toute sa cruauté. La journaliste et son équipe se feraient passer pour des reporters d'un magazine d'architecture. Leur caméra prête à capturer la réaction de la salle. Madame Dubois, elle, serait assise dans le public, prête à se lever et à corroborer les faits. Alors que l'aube pointait à l'horizon, colorant le ciel de Lyon de teintes roses et oranges, Élise sentit une paix profonde l'envahir. Elle prit une vieille photo de son père, une photo d'eux deux souriant lors d'une fête de famille. « Je vais le faire pour toi, papa », murmura-t-elle. « Ils ne saliront plus ta mémoire. » Elle s'habilla avec soin, choisissant une tenue simple mais digne. Elle n'était plus la femme brisée qui avait été expulsée de cette maison. Elle était la fille de Jean-Pierre, et elle venait réclamer ce qui lui était dû. Avant de partir, elle reçut un dernier SMS d'Isabelle. Un dernier coup de poignard empoisonné. « J'espère que tu ne comptes pas te montrer demain. Ta présence ne ferait que nous embarrasser. Accepte ta défaite avec un peu de grâce. » Ironiquement, ce message fut la dernière goutte de carburant dont sa détermination avait besoin. Elle répondit simplement « Ne t'inquiète pas. » Je ne vous manquerai pas. En arrivant près de la villa, elle ne s'approcha pas. Elle se gara dans une rue voisine, son rôle n'étant pas d'être sur le devant de la scène, mais d'être le chef d'orchestre de cette symphonie de la justice. Elle vit les invités arriver, les journalistes installer leurs caméras. Isabelle et Bastien accueillirent tout le monde avec de grands sourires, jouant parfaitement leur rôle de philanthrope visionnaire. Depuis son téléphone, elle pouvait voir le flux en direct de la caméra de la journaliste. Elle voyait Maître Bernard prendre place discrètement au fond de la salle. Elle voyait Madame Dubois, le visage pâle mais résolu, s'asseoir au premier rang. Tout était en place. Elle rouvrit la conversation de groupe et tapa un dernier message à son équipe. Tout le monde est prêt ? C'est le moment. Les réponses positives affluèrent. Elle prit une profonde inspiration. Dans quelques minutes, le monde d'Isabelle et de Bastien, construit sur le mensonge, la cupidité et la trahison, allait s'écrouler en direct, devant des dizaines de témoins et des milliers de spectateurs en ligne.
Il était temps de montrer la vérité au monde entier. À l'intérieur de la villa, l'atmosphère était électrique, mais d'une excitation feinte et superficielle. Isabelle, resplendissante dans un tailleur blanc immaculé, monta sur le podium, son sourire brillant sous les flashs des photographes. Bastien se tenait à ses côtés, l'air suffisant, vérifiant une dernière fois son reflet dans l'écran noir de son téléphone. Depuis sa voiture, Élise suivait chaque seconde en direct sur son propre écran, son doigt planant au-dessus du bouton envoyé dans sa conversation de groupe. Le signal. Isabelle prit le micro, sa voix emplissant le salon luxueux. Mesdames et messieurs, chers amis, investisseurs. C'est avec une immense émotion que nous vous accueillons aujourd'hui dans la maison de mon regretté frère, Jean-Pierre. Un homme visionnaire, dont nous comptons honorer la mémoire en transformant ce lieu chargé d'histoire en un symbole d'avenir et de progrès. Elle marqua une pause, essuyant une larme imaginaire. Pour vous présenter ce projet exceptionnel, je vous invite à regarder l'écran derrière moi. C'était le moment. Le cœur d'Élise battait à tout rompre. Elle appuya sur envoyer. Sur le podium, Isabelle fit un geste théâtral vers l'écran géant. Mais au lieu des images de synthèse d'un complexe immobilier luxueux, l'écran s'illumina du tableau de bord d'une Jaguar. Un silence perplexe parcourut la salle. Isabelle fronça les sourcils, se tournant vers Bastien, qui haussa les épaules, l'air confus. Puis, la voix de Bastien, claire et nette, emplit la pièce. Oui, le vieux a enfin signé. Maman a été géniale. Un peu de pression, quelques larmes, et hop, le tour est joué. Un murmure stupéfait ondula dans l'assemblée. Le visage d'Isabelle se figea. Son sourire se brisa comme du verre. Bastien devint livide. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en reconnaissant sa propre voix, ses propres mots. La vidéo continua, implacable. Il était tellement faible à la fin. Élise n'aura rien, pas un centime. Elle et son gamin malade peuvent aller crever dans la rue. Un cri d'indignation étouffé s'éleva du public. Les flashs des appareils photos se tournèrent frénétiquement vers le duo sur le podium, capturant leur panique naissante. Avant qu'Isabelle ne puisse réagir, une autre voix s'éleva, ferme et déterminée. Ceci n'est que le début de la vérité. Maître Bernard se leva du fond de la salle, un dossier à la main. Le testament que madame a fait valoir est un faux. J'ai ici le rapport d'un expert graphologue qui le prouve sans l'ombre d'un doute. La signature de Jean-Pierre a été imitée. Il projeta le rapport sur l'écran, juste à côté de la vidéo qui tournait en boucle. La panique d'Isabelle se mua en fureur. « C'est un mensonge. C'est une conspiration !» hurla-t-elle, sa voix stridente. Mais il était trop tard. Une autre femme se leva, son visage familier pour beaucoup dans la pièce. C'était Madame Dubois. « Ce n'est pas un mensonge, » dit-elle, sa voix tremblant mais forte. « J'ai entendu Madame Isabelle menacer Monsieur Jean-Pierre. Je l'ai entendu lui crier dessus, l'isoler de sa propre fille. J'ai eu peur, mais je n'ai plus peur aujourd'hui. » Le chaos éclata. Les journalistes se précipitèrent vers le podium, leurs micros tendus vers les visages décomposés d'Isabelle et Bastien. Les investisseurs se levaient, secouant la tête avec dégoût. Les téléphones de toute la salle étaient levés, filmant et diffusant la scène en direct sur tous les réseaux sociaux. Le hashtag « Justice pour Jean-Pierre » commença à apparaître et à devenir viral en quelques minutes. Bastien, complètement paniqué, tenta de s'échapper, de se frayer un chemin à travers la foule, mais il était piégé. Isabelle, elle, restait figée. Son masque de dignité s'étant effrité pour révéler le visage hideux de la cupidité et de la cruauté. Elle regarda la foule, cherchant un allié, mais ne rencontra que des regards de mépris et de condamnation. C'est à ce moment précis que les portes du salon s'ouvrirent. 2 policiers en uniforme entrèrent, suivis de près par Élise. Elle ne portait plus le masque de la victime. Son regard était droit, sa posture assurée. Elle n'était plus la femme brisée qui avait été humiliée dans cette même maison. Elle était la justice incarnée. Un silence de mort tomba sur la salle à son apparition. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle s'avança, lentement, ses pas résonnant sur le marbre. Elle s'arrêta devant sa tante.
C'est fini, Isabelle, dit-elle d'une voix calme, mais chargée de toute la douleur qu'elle avait endurée. Les mensonges sont terminés. Isabelle la foudroya du regard, un dernier sursaut de haine dans ses yeux. Tu vas me le payer. Non, répondit Élise. C'est vous qui allez payer. Pour tout. Les policiers s'avancèrent. Isabelle et Bastien, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, d'abus de faiblesse et de falsification de documents. Alors qu'ils leur passaient les menottes, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. C'était un son libérateur, le son de la vérité triomphant du mensonge. Bastien se mit à sangloter, un spectacle pathétique. Isabelle, elle, resta silencieuse, son visage tordu par une rage impuissante. Alors qu'on les emmenait, leurs regards croisèrent celui d'Élise une dernière fois. Dans ses yeux, ils ne virent ni haine, ni pitié. Seulement la conclusion inévitable de leurs propres actions. La journaliste s'approcha d'Élise, son micro tendu. « Élise, que ressentez-vous en ce moment ?» Élise regarda la caméra, s'adressant non seulement à la journaliste, mais à tous ceux qui regardaient, à tous ceux qui avaient douté, à tous ceux qui avaient souffert d'injustice. « Aujourd'hui, ce n'est pas une victoire pour moi, dit-elle, sa voix s'emplissant d'émotion. C'est une victoire pour la mémoire de mon père. C'est la preuve que la vérité, même lorsqu'elle est enterrée sous des couches de mensonges, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. Leur monde s'était effondré en direct, et pour Élise et Léo, un nouveau chapitre, un chapitre de justice et d'espoir, venait enfin de commencer. L'effondrement de l'empire d'Isabelle et Bastien fut aussi rapide et brutal que leur ascension avait été cruelle. La vidéo de la conférence de presse devint virale en quelques heures, accumulant des millions de vues à travers le monde. Le hashtag « Justice pour Jean-Pierre » resta en tête des tendances pendant des semaines. Le procès qui suivit fut un événement médiatique national. Les preuves présentées par Maître Bernard étaient irréfutables. Les relevés bancaires, la confession de Bastien, le témoignage poignant de Madame Dubois, et surtout, le rapport de l'expert graphologue qui anéantit toute crédibilité du faux testament. Condamnés pour fraude, abus de faiblesse et falsification, Isabelle et Bastien écopèrent de lourdes peines de prison. La villa, les voitures de luxe, les comptes en banque bien garnis, tout fut saisi par la justice pour rembourser les sommes détournées et payer les dommages et intérêts. Leur chute fut totale. Un spectacle public de la justice en action qui servit d'avertissement à tous ceux qui pensaient pouvoir agir en toute impunité. Pour Élise, la vie reprit son cours, mais sur une trajectoire radicalement différente. Le véritable testament de son père fut validé par le tribunal, lui restituant l'intégralité de sa fortune. Mais l'argent n'était qu'un détail. Le plus important était la réhabilitation de la mémoire de son père et la sécurité de son fils. Avec les fonds nécessaires, Léo put recevoir les meilleurs soins possibles. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il est un jeune garçon plein d'énergie, courant dans le jardin de la villa qui n'a pas été rasé. Au lieu d'un complexe d'appartements de luxe, Élise a transformé la maison de son enfance en quelque chose de bien plus précieux. La Fondation Jean-Pierre. Un centre d'accueil et de soutien pour les familles d'enfants malades, offrant une aide financière, psychologique et juridique à ceux qui, comme elle, se sont un jour sentis seuls et démunis face à l'adversité. Elle n'a pas gardé la fortune pour elle seule. Elle l'a transformée en un héritage d'espoir. Son histoire a eu un retentissement incroyable. Des producteurs de Nefi sont contactés pour adapter son combat en une mini-série, et son livre, La Mélodie de la Vérité, est devenu un best-seller international, inspirant des milliers de personnes à ne jamais abandonner face à l'injustice. Elle donne aujourd'hui des conférences dans des universités, non pas pour parler de richesse, mais de résilience, de courage et de la puissance de la vérité. Madame Dubois est désormais la directrice administrative de la Fondation, son intégrité et sa loyauté ayant trouvé la place qu'elle méritait. Maître Bernard, quant à lui, est devenu un avocat de renom, spécialisé dans la défense des victimes d'abus de faiblesse, son cabinet ne désemplissant jamais. Le contraste entre le avant et le après est saisissant. La femme qui mendiait pour payer les médicaments de son fils dirige aujourd'hui une fondation qui en sauve des centaines. La maison qui fut le théâtre de son humiliation est devenue un sanctuaire de guérison,
La boîte à musique, quant à elle, est exposée dans le hall d'entrée de la fondation, sous une vitrine, non pas comme un simple objet, mais comme un symbole puissant. Le rappel que même dans les plus petites choses, les plus humbles souvenirs, peuvent se cacher les clés de notre plus grande force. Le soleil se couche sur Lyon, projetant une lumière dorée sur le jardin où Léo joue au football avec d'autres enfants. Élise le regarde depuis la fenêtre du bureau de son père, un sourire serein sur les lèvres. Elle a non seulement gagné son combat, mais elle a aussi trouvé sa véritable vocation. Transformer la douleur en aide et l'injustice en espoir. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera